Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 10 novembre 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver notre ami Maurice Portiche, qu'on n'a plus besoin de présenter. Il est intervenu plusieurs fois dans notre émission. Donc aujourd'hui, on souhaiterait parler d'actualité, bien entendu, des élections américaines et l'impact sur la France, sur nos compatriotes, sur les Français de l'étranger. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bonjour Maurice, comment vas-tu? Bonjour Marc, je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Ouais, ben, c'est toujours un plaisir parce que voilà, on n'a plus besoin de te présenter, mais je rappelle que tu es ancien ambassadeur et en plus de ça aussi, tu es ancien consul général à Los Angeles, je crois. Donc Boston. tu connais bien les États-Unis, tu connais Boston. bien la Chine, l'Asie. En fait, tu connais tu as une très bonne analyse géopolitique, je pense, du monde et tu vas nous éclaircir sur pas mal de sujets. Voilà. Donc en fait, ma question est très simple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, l'élection de Trump est un véritable maelstrom dans le monde. Tout le monde a été surpris. Moi-même, je suis assez surpris qu'on soit surpris parce que connaissant un petit peu les États-Unis et la carte électorale américaine, ça m'a pas du tout étonné de voir que Trump l'ait remporté et surtout l'ait remporté avec une telle marge de différence par rapport à Biden. Pour simplifier les choses, on a eu affaire entre deux Amériques, hein, l'Amérique des côtes, l'Amérique côtière, côte est et la côte ouest, et l'Amérique profonde. L'Amérique des côtes, c'est-à-dire la côte est, d'abord la côte des, euh, des pères fondateurs, la vieille Amérique, WASP, la vieille économie, l'économie des services, et très développée, finance, droit, etc. Et puis la nouvelle Amérique, côte ouest, qui est l'Amérique des nouvelles technologies et les GAFA, de San Francisco à Los Angeles jusqu'à Seattle. C'est l'Amérique des GAFA. Donc nous avons affaire à des élites à très haut niveau qui sont mondialistes et mondialisées et qui sont complètement déconnectés de la réalité de leur pays, qui ont perdu pied avec leur pays, et qui, plus grave, toisent et portent un mépris considérable à l'égard de la plèbe américaine. C'est gueux, c'est déplorable, c'est ordures, comme Biden vient de le dire, déplorable, comme Clinton le disait, et c'est la revanche. Et bon, bah, Trump a été leur héros à ULT et OS, c'est leur porte-voix. Et évidemment, il l'a emporté parce qu'en même temps, il a amené avec lui ce que les démocrates n'ont pas compris, mais maintenant, je pense qu'ils l'ont compris. Il a emporté les votes latino-américains et les votes des Noirs. Donc, on disait de lui qu'il était raciste, pourquoi les Noirs voteraient pour lui? Pourquoi les latino-américains votaient pour lui? Parce que Noirs et latino-américains sont absolument, notamment, d'autres causes. Mais cette cause dont on parle pas souvent, à mon avis, c'est que tous ces gens-là sont absolument heurtés par les, 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 les LGT, le mouvement LGTBQ. Pour eux, un homme, LGBT, le wokisme et tout ça. une femme, etc., c'est inacceptable. Ça va à l'encontre même de leur concept de la vie. D'ailleurs, et je terminerai par là, pour montrer l'importance de cela, Trump, la première des choses, première décision qu'il va prendre quand il sera à la Maison Blanche, il va signer, premier décret, il va signer un décret pour rétablir l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire un homme est un homme, une femme est une femme. Donc ça, c'est un point très important parmi d'autres qui a permis à Trump de l'emporter. Alors, il y a une vague d'enthousiasme aux États-Unis et au niveau des patriotes aussi du monde entier. Mais au niveau des Français, des gauchistes, des progressistes, effectivement, c'est pas la même chose. Mais il y en a beaucoup qui s'inquiètent voilà, ils disent que c'est plus la démocratie, c'est ceci, c'est cela. La plupart de tous les responsables, on va dire tout ce qui est culturel, français de l'étranger, tous les diplomates, même, j'ai l'impression, c'est tout un monde qui est assez silencieux, j'ai l'impression. Donc, au niveau des Français étrangers, j'ai l'impression qu'on est très minoritaire. D'ailleurs, on a vu des sondages qui disent que 76% des Français sont mécontents de l'élection de Trump. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, les sondages et les commentaires des journalistes, je m'en méfie parce que à chaque fois, ils sont démentis.
Bon, les sondages ont indiqué que l'élection a été extrêmement difficile, que ce soit au coude à coude, laissant entendre que Kamala Harris pourrait l'emporter. Bon, on a vu ce que ça a donné. C'est une vague pour Trump. Bon, donc moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça relève de la désinformation et de la propagande, puisque à chaque fois, il se trompe. S'il se trompe à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pense pas que 73% des Français sont contre Trump. J'ai l'impression que les Français qui ont un peu de bon sens se rendent compte qu'ils ont été trompés. Je ne veux pas faire de jeu de mots. Et qui se disent, ben voilà, celui-là qu'on dit qu'il va perdre, ben il a gagné. Et puis, ils vont comprendre qu'il a été diabolisé. Ils vont très vite voir, parce qu'il n'y a que les faits qui sont importants et tangibles, c'est pas le blablabla. Ils vont très vite se rendre compte qu'au contraire, l'Amérique va reprendre un regain de démocratie. La démocratie américaine était en train comment dirais-je, de perdre de toute sa vivacité, liberté d'expression néant, censure totale. Bon, là aussi, il va combattre pour la liberté d'expression, il va combattre contre la censure, et on va se rendre compte que ça ne va pas être une dictature, mais qu'au contraire, ça va être une revigoration de la démocratie américaine. Donc le blablabla ne sert à rien. Il va aller très vite. On verra dans les prochains mois si Trump est un dictateur ou pas, selon tous ces gens-là. D'ailleurs, les 4 premières années de son mandat, s'il avait été un dictateur, ce serait passé autrement. Bon. Donc tout ça, ça relève de la propagande. Bon, on a bien vu que c'était pas un dictateur. Par contre, il y en a qui disent que là, c'est effectivement une revanche, qu'il a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Il a la Chambre des représentants, il a le Sénat, il a la Cour suprême, il fait tout ce qu'il veut. Il va prendre sa revanche. Et il y en a qui disent que ça va être de la folie. François Hollande a dit quelque chose à ce sujet, je crois, récemment. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a deux courants très distincts. Qu'est-ce que tu sens, toi, par rapport à notamment tes anciens amis? Toi, tu as été diplomate. Donc, on sait très bien que la diplomatie française, elle est très progressiste, macroniste. Est-ce que l'élection de Trump, ça change un peu les mentalités ou pas? Est-ce que les gens vont vraiment évoluer? Ou en fait, ils vont être allés Ben, contre ce courant? selon moi, ce qui se passe en Amérique prend toujours un peu de temps pour que ça Oui, ça influence prend des années. l'Europe et surtout la France. La France est toujours le premier pays européen qui subit les vagues de l'Amérique. Donc, cette vague, cette déferlante, ce tsunami que tous ces gens-là ont pris dans la figure, ça les choque terriblement. Mais il faudra bien qu'ils s'y fassent. Ils ont changé de maître. Enfin, plus exactement, le maître a changé. Il n'est plus le même. Et alors, évidemment, ils sont déconcertés. Mais il va falloir qu'ils fassent avec. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça change pour la France concrètement? Ben, pour la France, je pense que euh, il va y avoir plusieurs changements. D'abord, toutes les réformes sociétales vont être regardées d'un autre œil, puisque toutes ces réformes sociétales vont être réduites à néant aux États-Unis par Trump. Je veux dire par là, le wokisme. Le wokisme, c'est la victoire de Trump, c'est une victoire, c'est la défaite du wokisme. Donc le wokisme qui commence à devenir extrêmement dangereux. En France, on a vu ce qui s'est passé à Sciences Po récemment. Eh bien là, le wokisme a pris un bon coup et il est évident que les partis ou les personnalités politiques qui luttent contre le wokisme vont avoir, comment dirais-je, vont avoir un regain de soutien par ce qui se passe aux États-Unis. Je pense en particulier à Marion Maréchal, qui fait un très très bon travail pour lutter contre le wokisme. Maintenant, elle se sent beaucoup moins seule. Donc, de ce point de vue-là, il va y avoir probablement, je l'espère, en tous les cas, un coup d'arrêt au wokisme. Il va y avoir également un coup d'arrêt, me semble-t-il, au mouvement LGTB. Ça va L'ambassadeur de ensemble. France chargé de promouvoir LGTB dans le monde, qu'a nommé Macron, ben, il va bientôt être au chômage et je m'en féliciterai. Bah, Il ferait... j'espère, mais c'est pas sûr encore. Non, c'est pas sûr, mais ça fait partie des perspectives. Hmm. Moi, moi je vois les choses, je vois les choses en perspective. C'est pas demain, mais c'est Ça va Trump venir va tôt ou tard, c'est l'évolution naturelle des choses.
il va rester 4 ans au pouvoir, il va taper très fort parce que il n'a plus aucune limite, comme tu l'as dit, il a un plein pouvoir, il a 78 ans, il n'a plus de troisième mandat, donc il va mettre tout son poids, toute son aura, tout son charisme, toute sa force dans tous ces combats-là. Il va nous libérer de la censure de Bruxelles, de la censure de l'Élysée, donc liberté d'expression, donc on ne peut qu'applaudir. Il va nous ramener à l'ordre des choses, à l'ordre naturel des choses. Un homme est un homme, une femme est une femme. Il va nous aider à détruire le wokisme qui vient des États-Unis, parce que quand il aura détruit là-bas, bah, les racines sont perdues. Il va nous aider à faire en sorte que toutes les perversions sociales qui veulent devenir des normes dites européennes vont également s'étioler. Bon, ben, tout ça, à mon avis, s'inscrit dans la logique des choses. Ouais, tu vas loin quand même. Tu dis qu'il va nous libérer, c'est un terme assez fort, c'est-à-dire il va Oui, sauver l'Europe en fait. non, non, son rôle n'est pas de sauver l'Europe, il va sauver l'Amérique. D'accord. Il s'en fiche de l'Europe. Mais l'Europe ne peut pas s'en fiche des États-Unis. Hmm. L'Europe vit dans le sillage américain. Et surtout les élites actuelles, elles sont complètement psychologiquement, mentalement américanisées. C'est pour ça qu'elles sont perturbées, parce que tout d'un coup, ces élites ne voient plus l'Amérique qu'elles aimaient. C'est une autre Amérique qui est en train de naître, une Amérique traditionnelle qui n'est pas la leur. N'est-ce Alors, pas? ils vont faire quoi alors? Ils vont réagir comment? Ils vont suivre ou ils vont faire un contre, ils vont aller contre? Alors, dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir une réaction anti-Trump, mais encore plus vivace qu'auparavant, par dépit, par méchanceté, aussi par orgueil, parce qu'ils ne veulent absolument pas reconnaître leurs erreurs. Hein. Ces élites vont persister et signer, elles vont s'obstiner. On le voit bien au Conseil, au sommet européen qui s'est déroulé à Budapest. On voit bien le comportement de tous ces dirigeants dépités. Au lieu de tirer des leçons en disant bah, on s'est peut-être trompé, on va peut-être redresser les choses, pas du tout. C'est la fuite en avant. Bon, dans un premier temps, il va y avoir la fuite en avant, et puis dans un second temps, il va y avoir la réalité. Il y a le déni de réalité, et puis la réalité qui va les frapper en plein visage au cours de l'année 2025, sur le plan économique d'abord. Les économies sont fragiles, elles sont au plus bas. Eh bien, ça va être encore pire, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'auront pas pris les leçons de la rupture avec la Russie, par exemple. Ils vont vouloir continuer à faire la guerre en Ukraine, ben, ils la feront avec les moyens qu'ils auront, hein, c'est-à-dire les pauvres petits picaillons qui leur restent, parce que pour Trump, c'est très clair, hein, il a annoncé la couleur, il a dit, moi, je veux arrêter la tuerie, je veux faire la paix, j'ai appelé Zelensky, j'ai appelé Poutine, je leur donne mon plan de paix, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais en tous les cas, moi, je me retire. Et puis, si les Européens veulent faire la guerre, ben, ils la feront, mais sans moi. Voilà, en gros, c'est ça. Je me lave les mains, Ponce Pilate, et je vais voir ailleurs. Et en revanche, ils vont faire payer les Européens, ils vont faire payer tous les pays qui n'auront pas atteint 2% de leur budget en matière de défense. Pour lui, c'est très important parce que ça veut dire de commandes matériel militaire aux États-Unis, donc ça fait rentrer de l'argent. Il va peut-être même demander aux pays qui accueillent des bases militaires de participer aux frais d'entretien de ces bases, donc faire encore rentrer de l'argent. C'est un homme d'affaires, ce qu'il veut, c'est faire rentrer de l'argent, parce que l'Amérique s'appauvrit. Et ça, il ne l'accepte pas. Les pauvres aux États-Unis, c'est sa priorité. Et les Européens vont payer le prix fort de cette politique. Ok, alors justement, tu parles de la Russie. Je vais te poser une petite question parce que aujourd'hui, dans des différents groupes chat, j'ai pas mal de patriotes, de compatriotes patriotes qui sont tous plutôt à droite, RN, Reconquête, etc., qui sont tous soutiens de Trump. Mais il y a des petites disputes entre plutôt les pro-russes, les pro-ukrainiens. J'en ai quelques-uns en fait, qui partagent pas le même enthousiasme, qui veulent continuer à soutenir l'Ukraine et qui disent qu'en fait, il faut absolument pas aller dans le sens de Trump qui favoriserait ce que souhaite la Russie. Et en fait, que c'est important de défendre les valeurs
qui sont les nôtres, de liberté, etc., etc. Et que si on arrête cette guerre, il faudrait au moins que la Russie paye pour ce qu'elle a fait, que Poutine aille en prison, ceci, cela. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ce conflit au sein des patriotes? Tu vois, on est tous plus ou moins d'accord sur anti-wokisme, etc. Mais il y a quand même il y a des tensions entre ceux qui sont plutôt très pro-Ukraine et d'autres qui sont, on va dire, pour la paix. Oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. Ces tensions existent. Bon, les patriotes qui pensent comme tu viens de le dire, ben, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Moi, malheureusement, pour eux, je pense tout à fait le contraire. Parce que l'Ukraine, il faut regarder l'histoire. Sans entrer très très loin dans l'histoire, il faut tout simplement connaître les causes de la guerre. Si on s'arrête à considérer que ça a commencé avec l'intervention russe le 24 février 2022, c'est qu'on n'a rien compris. Euh, C'était un piège qui a été posé par l'OTAN depuis bien avant 2014. Bon, Maïdan, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que depuis 2014 jusqu'à 2022, euh, l'armée ukrainienne bombardait les régions russophones et russophiles, interdisait l'utilisation de leur langue, leur culture, les oppressait en réalité. Bien. Donc il y a eu quand même 12 000 morts avant que la guerre éclatât entre la Russie et l'Ukraine. Donc les causes de cette guerre ne sont pas celles qu'ils croient. Ce n'est pas une guerre pour défendre des valeurs occidentales ou européennes, pas du tout. C'est tout à fait autre chose. C'est une guerre proxy pour l'Amérique que l'Ukraine mène et que les Européens, que l'Union européenne, que l'UE soutient d'une manière aveugle, sans même tenir compte des intérêts de ses propres pays membres, de ses propres peuples. On s'est appauvri, on s'est coupé de la Russie. La Russie est un État qui a deux vocations, une vocation européenne et une vocation asiatique. Jusqu'à présent, la vocation européenne a toujours prévalu sur la vocation asiatique. On s'est fait de la Russie un ennemi, pire que l'URSS. Bon, or, la Russie, c'est pas l'URSS. L'URSS était véritablement une dictature, un totalitarisme complet, des centaines de millions de morts dus au stalinisme. On oublie tout ça, on pardonne même. Toute la gauche française ne veut pas en entendre parler. La nouvelle Russie de Poutine, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement une nouvelle Russie qui marche dans la lignée de l'ancienne Russie tsariste et qui se veut russe et qui a besoin, elle aussi, un, de sa sécurité et deux, de sa zone d'influence naturelle. Or, en parlant de sécurité, le fait de vouloir faire entrer l'OTAN, l'Ukraine au sein de l'OTAN, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible en matière de sécurité pour la Russie. Elle veut une sécurité qui ne soit pas unilatérale, mais une sécurité pour tout le monde. Or, agiter le chiffon rouge comme ça en disant que l'Ukraine va rentrer au sein de l'OTAN, bien entendu, ça n'a rien arrangé. Bon, donc voilà, moi j'ai une position complètement différente. Je veux la paix. Je veux qu'on ait une coopération avec la Russie, comme le général de Gaulle l'a toujours préconisé. Il y a une relation historique entre la France et la Russie, d'une part. D'autre part, c'est notre intérêt économique pur et simple. Nous avons fait les 30 glorieuses, l'Europe a pu se développer, l'Allemagne a pu se développer grâce au gaz, à l'énergie pas chère de la Russie. Depuis qu'on s'est coupé de l'énergie pas chère de la Russie, ben, c'est la catastrophe économique, c'est la cata totale. Bon. Et pour quelles valeurs? On me parle des valeurs européennes. Lesquelles valeurs? Lesquelles? On parle de Alors liberté? justement, on parle de valeurs et je pense que ceux qui ont échangé sur les groupes WhatsApp aujourd'hui, ils sont plutôt d'accord pour travailler avec la Russie, mais ils ont un avis différent sur la Russie de Poutine. Ils disent qu'il emprisonne ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et là, voilà, je donne un exemple très concret. Il y en a un dans mon groupe qui a écrit aujourd'hui 200 000 enfants déportés en Russie par Poutine. Ça ne vous choque pas? Ça, c'est le genre de détail, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il y en a qui n'est pas d'accord, c'est vrai, c'est pas vrai, on voit des photos, on voit pas des photos. J'ai vu dans Wikipédia, fake news ou pas fake news? C'est quoi ça? Mais c'est grotesque, c'est complètement grotesque. On raconte n'importe quoi.
comme on a raconté au début de l'invasion russe en Ukraine, que les enfants ukrainiens étaient déportés en Russie pour je ne sais quoi, ils n'ont pas été du tout déportés. C'était les enfants du Donbass qui sont rentrés en Russie pour être protégés de la guerre. Voilà, tout simplement. Mais quand on est habité par la haine et qu'on n'a plus de raison et qu'on ne réfléchit plus et qu'on se contente de répéter comme des perroquets le narratif officiel de l'État profond américain, bon, il est évident qu'on peut dire n'importe quoi. La même chose est dite pour les Chinois. Il faut arrêter tout ça. J'aimerais que les gens, que les Français essayent de réfléchir eux-mêmes, essayent de comprendre eux-mêmes au lieu de se mettre entre les mains des autres qui pensent pour eux. Ok, alors j'ai vu aussi un message intéressant de quelqu'un. Tu parlais de Marion Maréchal tout à l'heure, donc je comprends que tu es plutôt proche des positions de Marion Maréchal. Tu as Damien Rieu, tu vois qui c'est Damien Rieu? Oui, Il fait il est parmi ses proches. Il a écrit quelque chose d'intéressant hier. La vieille droite tiers-mondiste, fascinée par le camp anti-occidental, quitte à finir avec l'Iran et la Corée du Nord contre notre décadence supposée, a exactement le même logiciel suicidaire que la gauche qui pactise avec l'islamisme. Tout ça n'est oui, qu'un même camp. Donc, en fait, tu as une partie des soutiens de Marion Maréchal qui sont, voilà, qui sont assez contre ce récit disant que parlant de décadence occidentale. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ta position, ça veut dire que tu es prêt à travailler avec l'Iran, la Corée du Nord, etc. Ou est-ce que c'est exagéré? Qu'est-ce que tu en penses? mais tout ça, encore une fois, c'est de l'idéologie. D'accord. Euh, tous ces gens-là n'ont pas quitté le monde idéologique de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a les bons, les méchants, les totalitaristes, les libéraux, les démocrates d'un côté et de l'autre. Non, le monde est beaucoup plus complexe que ça. L'avènement de Trump au pouvoir, la montée des BRICS depuis maintenant une dizaine d'années traduisent quoi exactement en termes géopolitiques? Tout cela traduit le retour au réel politique, c'est-à-dire une conception des relations internationales dépourvue au maximum de préjugés idéologiques, mais fondée uniquement sur des intérêts nationaux. On revient à l'État-nation. Et ça défrise également énormément dans nos élites politiques, qu'elles soient de gauche comme de droite, parce que pour eux, ils se sont assis sur la nation. Ils ont accepté de perdre leurs frontières. Voilà. On voit bien dans le spectre politique français, il y a toujours ces trois mousquetaires que je respecte, que sont les patriotes de Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Dupont-Aignan, euh, Asselineau. Lino, ces trois gens, ces trois personnalités, je les respecte parce que elles sont constantes avec leurs convictions. Ce sont des vrais patriotes. Je regrette tout simplement qu'elles ne s'entendent pas, voilà, ou elles s'entendent pas plus bien. Mais on voit bien que ces trois personnalités politiques, sur un plan électoral, c'est quoi? C'est 3%, 4% maximum. Ce qui veut dire que ces idées de souveraineté et d'indépendance nationale n'accrochent pas dans l'électorat. Parce que le peuple français a été complètement, leur cerveau a Lobotomisé. été lavé, complètement lavé. On leur a expliqué depuis qu'ils sont nés, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, que la France n'existe plus, que les frontières c'est mauvais, qu'il n'y a pas de culture française, qu'on serait beaucoup mieux si on était européen, mais sans dire ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, ben, c'est le résultat de ces 40 années de lavement de cerveau Et depuis est-ce que qu'on peut Mitterrand inverser ça? 80, hein. Bon, Mitterrand influence aussi bien les gens comme Damieux qui croient être un patriote. Voilà. Est-ce qu'on peut inverser ça? Est-ce que les Français peuvent revenir à du bon sens? Je pense que ça prendra du temps. Je n'y crois pas beaucoup parce que le mal est extrêmement profond. Je pense que ce que je vais dire là est peut-être choquant, mais c'est mon idée, hein, c'est que mon idée personnelle. Je pense que la France sera libérée ou sera sauvée de l'extérieur, tout simplement. Comme en 40, ce fut l'effondrement moral et matériel. La France a été sauvée de l'extérieur. Là, c'est la même chose. On assiste à un effondrement matériel et moral.
il n'y a plus aucun ressort à l'intérieur du pays, me semble-t-il, et donc c'est de l'extérieur que les choses viendront. Ouais, mais quand il y a une guerre, je comprends, mais là, il y a pas de guerre. Tu veux dire quoi Bah, par de j'espère qu'il n'y aura l'extérieur? pas de guerre, mais les méthodes venant de l'extérieur seront différentes. Quand le monde, bon, je vais essayer de m'expliquer. Déjà, on a pendant les 4 prochaines années une autre Amérique. Bien, cette autre Amérique, elle va bien nous obliger à réfléchir sur notre devenir et sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Ça va être une bonne influence pour la France. Donc, il va y avoir une influence qui va s'exercer. Est-ce qu'on en tirera une bonne leçon ou pas? On verra. En tout cas, voilà une force extérieure qui va jouer. Bon. La deuxième force extérieure qui va jouer, lorsque la Russie vaincra l'Ukraine, parce que c'est une question de temps, il y aura une négociation de paix. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une négociation de paix, jamais le vainqueur ne pose pas ses conditions. Donc Poutine posera ses conditions. Conditions contre le camp des faits. Le camp des faits, c'est qui? C'est au-delà de l'Ukraine de Zelensky, c'est évidemment l'Union européenne qui a aveuglement soutenu et qui au départ n'était pas l'ennemi de Poutine, mais qui est devenu l'ennemi de Poutine. Bon, il est évident que Poutine, moi c'est ce que je pense, je vais peut-être me tromper, mais j'ai comme tout le monde le droit de penser et de réfléchir. Ce que je pense, c'est que Poutine veut se débarrasser de l'Ukraine comme étant une menace si l'Ukraine devenait rentrer dans l'OTAN. Donc l'Ukraine devra avoir un statut de neutralité, voilà. Et puis par ailleurs, Poutine fera en sorte que l'Union européenne ne puisse pas continuer à être son ennemi. Donc il utilisera tous les moyens nécessaires pour que cette Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui ne puisse pas continuer à être ainsi. Bon, troisième élément extérieur qui va évidemment nous influencer, ce sont les BRICS. Les BRICS, c'est quand même le reste du monde. Bon, on peut négliger le reste du monde. On peut dire, ouais, on s'en fout. Ce sont des autocrates, ce sont des ceci, ce sont des cela. Ils ne nous intéressent pas. Seulement le reste du monde, c'est les trois quarts de l'humanité. C'est là où il y a toutes les matières premières et les énergies qui nous font cruellement défaut. La Chine, qui est la première ou la deuxième puissance économique commerciale, de laquelle on ne peut pas se couper parce que c'est notre atelier, c'est notre usine. Si elle nous fournit plus qu'on a besoin, ben c'est terminé, on n'a plus rien, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, à un moment, aujourd'hui, c'est très intéressant, à la fin de cette année 2024, on voit la convergence de ces trois forces. On voit l'Amérique qui est en train de changer, on voit les BRICS qui, à Kazan, il n'y a pas très longtemps, ont tenu un sommet et qui ont montré leur puissance, et puis une victoire de la Russie qui est en train de s'inscrire dans les faits. Voilà les événements extérieurs que je pense qui vont influencer la France. Ok. Alors, tu parlais de la Chine. Tu connais bien la Chine. Tu as été en poste en Chine. Tu parles chinois. Tu comprends le pays, etc. Alors, on a parlé de la Chine aussi récemment sur les différents groupes que j'ai récemment. Il y en a un qui a écrit le jeu mené par Pékin n'a rien à voir avec les principes du libre-échange d'Adam Smith. C'est une logique de prédation de parts de marché appuyée sur des entreprises d'État. Lui, il dit ça parce que moi, j'ai dit que la Chine, le communisme, c'est fini. Maintenant, c'est un pays très capitaliste. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est le modèle chinois? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est durable? Et est-ce qu'il influence? Voilà. Est-ce qu'on peut travailler avec eux? Comment ça se passe? Bon, tout d'abord, je vais dire, le libéralisme à la Adam Smith, il n'y a aucun pays qui le pratique. D'accord? Pour commencer. La Et, théorie. sur- et surtout pas la France, et surtout pas l'Union européenne. Ok. L'Union européenne qui devient une organisation interventionniste jusqu'à la vie privée des gens, qui met ses pattes velues partout dans l'économie, qui ligote les économies, qui pond des directives infamantes tous les jours, etc. Donc il faut garder raison quand on parle d'économie et ne pas donner des leçons à d'autres pays. Le seul endroit que j'ai connu et dans lequel j'ai vécu où il y avait une économie à la Adam Smith, c'était Hong Kong. D'accord? Hong Kong dans les années 80 que j'ai connu. Effectivement, c'était un véritable laboratoire d'Adam Smith. Mais depuis, Hong Kong est tombé également, c'est fini. En fait, non, venons-en à la Chine. Alors, on reproche à la Chine, en gros, les sociétés d'État. Bien. La Chine a des sociétés d'État qui sont ses champions.
Quel est le mal? Je veux dire, les 30 glorieuses françaises sont faites sur des sociétés d'État, avec un État stratège que De SNCF, Gaulle, EDF, tout ça, tu veux dire. que de, que de Gaulle dirigeait. Même les banques étaient nationalisées, tout était nationalisé. Et c'est parce que on avait cet État stratège avec des sociétés d'État qui répondaient aux injonctions politiques du gouvernement gaulliste que la France a connu ces 30 glorieuses. Et lorsqu'on a commencé à privatiser en 1983, les socialistes ont commencé à privatiser et ensuite à se lancer tête baissée dans la mondialisation, c'est le début de la fin de l'économie française. Donc moi, je trouve qu'il est excellent d'avoir des sociétés d'État, surtout dans des domaines stratégiques. Il n'y a aucune raison de laisser ces domaines stratégiques comme étant des proies pour l'extérieur, premièrement. Deuxièmement, les États-Unis aussi. Ils ont des grosses entreprises, des champions qui sont subventionnés par, par le gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, les Chinois craignent un certain nombre de dossiers devant l'OMC sur ce plan-là. Donc, je pense que ce n'est pas un point sur lequel on peut critiquer la Chine parce que les vrais pays qui défendent leurs vrais intérêts nationaux, eh bien, ils mettent en place ce type de politique. Et c'est pas parce que nous avons renoncé à cela que maintenant on va critiquer les autres de le faire, et notamment de la Chine. Si on critique la Chine, il faut également critiquer les États-Unis. Est-ce que la Chine, c'est un pays communiste ou encore un pays communiste? Alors, la Chine est un pays hybride. Ce n'est plus un pays communiste, mais ce n'est pas un pays libéral. C'est ce qu'on appelle le capitalisme rouge. Il faut savoir que l'économie chinoise, en dehors des entreprises d'État, c'est-à-dire le secteur privé chinois, eh bien, je dois dire que c'est une sorte de capitalisme sauvage où le plus gros absorbe le plus petit. C'est du darwinisme économique. Tu avances ou tu meurs. Donc, c'est loin d'être du communisme. Il n'y a pas de protection sociale si c'était le communisme, comme ces gens-là prétendent. C'est plutôt en France où on a une économie qui devient une économie socialiste, avec 57% du PIB qui appartient au public. Les Chinois sont effarés de voir ce qui se passe en France en matière économique. Ils ne comprennent pas. Ils me disaient que la France est un pays communiste par rapport à eux. Donc, arrêtons de donner des étiquettes aussi rapidement, tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas. La Chine est une grande puissance. C'est un État post-impérial. C'est une nouvelle dynastie qui s'inscrit dans la durée impériale chinoise. La rupture avec Mao, c'est terminé. Maintenant, c'est une rupture avec la rupture de Mao. On reprend pied avec l'histoire ancienne. Confucius est réhabilité. Les instituts Confucius dans le monde propagent la culture et la civilisation chinoise. Donc, on n'est plus dans un État communiste. Ces gens-là ne comprennent rien à ce qui se passe en Chine, comme ils ne comprennent rien à ce qui se passe en Russie, parce qu'ils n'ont pas de profondeur historique. Ils sont là sur leur vélo, ils regardent le guidon, pour m'exprimer d'une manière prosaïque. Donc, la Chine est un empire, est un État-empire. Bien entendu, un État-empire, c'est un État qui dégage de la puissance. Et la puissance chinoise, quelle est-elle par rapport à la puissance occidentale? Elle est avant tout mercantile. Les Chinois ne sont pas des, l'histoire l'a démontré, ne sont pas des gens qui veulent exporter leur modèle social, exporter leur culture, exporter leur civilisation. Ils savent de toute manière que ce n'est pas exportable. En revanche, ce qu'ils veulent exporter, c'est leurs produits. D'où la stratégie de la route et de la route et de la ceinture, c'est-à-dire la route de la soie du XXIe siècle. Donc, ce qui veut dire que oui, c'est une menace si on ne fait rien, si on reste figé sur le 35 heures, si on refuse de travailler, si on refuse d'investir. Oui, c'est une menace commerciale et économique et ils vont nous absorber, mais ils vont nous absorber selon les règles libéralistes que nous avons créées.
Ok. Et l'élection de Trump, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Chinois? Est-ce que ça va améliorer les relations? Parce que j'étais à une conférence à Hong Kong récemment, j'ai posé la question, on parlait des élections américaines j'ai demandé si c'était quel était le meilleur scénario pour la Chine. Et le conférencier, qui était un économiste, il ne savait pas me répondre. Il m'a dit, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec Trump, ce serait imprévisible. On ne sait pas ce qu'il va faire, quelle taxe il va inventer ou supprimer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les relations entre les États-Unis et la Chine vont s'améliorer? Et indirectement, l'Europe et la Chine, l'Europe, etc. Tout d'abord, je m'étonne toujours quand il y a des gens qui disent que Trump est imprévisible. Trump n'est pas imprévisible, il dit ce qu'il fait. Alors évidemment, il est imprévisible pour beaucoup d'Occidentaux, d'autres politiques occidentaux, qui s'étonnent toujours qu'un homme politique puisse faire ce qu'il dit. Bon, ça, effectivement. Mais Trump n'est pas du tout imprévisible. Euh, Trump a mené une politique dite anti-chinoise lors de son premier mandat, qui était une politique qui reconnaissait la Chine comme étant le principal concurrent économique, commercial et technologique des États-Unis. Et donc, il a placé cette rivalité entre les deux pays sur ces trois plans-là, commercial, financier et technologique. Donc, politique de hausse de tarifs douaniers jusqu'à ce que ça devienne insupportable pour obtenir du côté chinois des contreparties, n'est-ce pas? euh, Politique visant à faire de l'embargo sur un certain nombre de produits sensibles, technologiques, pour empêcher la Chine à dépasser sur le plan technologique les États-Unis. Donc c'était une guerre, mais ce n'était pas une guerre chaude, c'était une guerre commerciale, une guerre financière et une guerre technologique. Quand il a quitté le pouvoir, on a assisté à une nouvelle posture américaine. Sur la base ce que Trump avait lancé, Biden a ajouté une dimension géopolitique et militaire. Bien. Et donc, la Chine n'était plus, avec les démocrates et l'État profond démocrate, n'était plus seulement un concurrent économique et commercial, mais un ennemi, ce qui n'est pas la même chose. Un ennemi. Donc, ils ont tout fait pour faire en sorte que une guerre éventuelle puisse se déclarer, sauf si la Chine accepte de s'écraser. Donc, ils ont poussé l'idée d'un OTAN Indo-Pacifique, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Ils ont utilisé Taïwan comme étant le pion, une espèce d'Ukraine en Asie, pour que la Chine commette l'erreur qui est d'envahir Taïwan et ainsi de provoquer la guerre. Bien. Ils ont brigadé derrière leur drapeau AUKUS, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Japon, Philippines, dans une armada pour combattre la Chine. Voilà. Donc, tout ça, je pense que Trump n'en veut pas. Trump va vouloir rétablir une rivalité avec la Chine sur les domaines que j'ai exprimés tout à l'heure, et je ne serais pas surpris qu'il va laisser tomber l'idée d'un OTAN Indo-Pacifique. Il est déjà pas tellement chaud pour l'OTAN en Europe, alors créer un OTAN Indo-Pacifique, tu penses bien que maintenant, je pense que ça va pas se faire. Bon, sur Taïwan, bien entendu, il ne va pas dire Taïwan, les États-Unis vous laissent tomber, il ne s'intéresse plus à vous, pas du tout. Il va certainement dire aux Taïwanais, bien sûr, les États-Unis continuent à assurer votre protection. Mais dans le même temps, il ne va pas soutenir, comme l'a fait Biden, le mouvement indépendantiste. Il ne va pas faire en sorte que les indépendantistes deviennent vocaux, qu'ils fassent des revendications, qu'ils provoquent Pékin, n'est-ce pas? Pékin, dans l'affaire taïwanaise, qu'est-ce que veulent les Chinois? Ils veulent tout simplement le statu quo. Ils n'ont pas envie de faire une guerre et d'envahir Taïwan. Ils veulent le statu quo. Tant que Taïwan ne prétend pas être une autre Chine, mais prétend tout simplement être ce que Taïwan est, avec son système économique et social qui lui est propre, il n'y aura pas de problème. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, les relations entre Taïwan et la Chine étaient, étaient au plus haut lorsque c'était le Kuomintang qui était au pouvoir avant l'arrivée
de ce parti libéral démocratique et indépendantiste qui a mis le feu aux poudres. Mais auparavant, on n'entendait jamais parler en Chine, et moi j'étais en Chine, on n'entendait jamais parler d'invasion. Euh, Taïwan est le premier investisseur chinois. Des millions de Taïwanais travaillent en Chine. Les relations familiales se sont rétablies d'une façon inextricable. De tous les jours, il y a des vols entre Taïwan et Pékin depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a même dans le Fujian, l'extrême Fujian face à Taïwan, une zone géographique qui est réservée aux Taïwanais, c'est-à-dire une zone de non-droit. Tous les Taïwanais peuvent venir s'y installer, ils n'ont pas besoin d'aucune formalité administrative, ils amènent leur famille, ils y vivent, ils créent ce qu'ils veulent, ils développent leur business. Bon, tout le monde était très heureux à cette époque-là. Et tout d'un coup, il y a ce parti indépendantiste qui prend le pouvoir par la voie démocratique, c'est normal, il faut le reconnaître, et qui est instrumentalisé par l'État profond américain. On arrive à cette tension. Moi, je pense que Trump fera en sorte d'apaiser les tensions sur ce plan-là pour avoir vis-à-vis de Pékin un levier. On peut leur dire, écoutez, géopolitiquement, j'arrête de vous embêter. Les États-Unis vont plus continuer à jouer les costauds dans cette région-là, mais en contrepartie, par exemple, ne vendez plus de la dette américaine, parce que ça, c'est la grande crainte de Trump. La dette américaine, si les Chinois s'en débarrassent complètement, ça va être très mauvais pour lui. Donc il va dire, ne vendez plus la dette américaine, et puis il va commencer à leur dire, bon, maintenant, peut-être qu'il faut faire une petite pause dans la dédollarisation. C'est ça qui est important pour Trump. C'est le business, c'est l'économie, c'est l'argent, c'est pas le reste. Comme les Chinois. Et voilà, comme les Chinois. Donc ils sont faits pour s'entendre. Et on est dans du réel politique. On est dans du réalisme. On n'est pas dans l'idéologie. Tout à fait. Bon, je résume, l'élection de Trump est une bonne chose pour les États-Unis, pour l'Europe, pour la Chine, mais pour le monde entier, je crois. Je pense. Oui, tu peux le résumer comme ça, mais bon, moi, pour l'Europe, je suis un peu moins optimiste parce que les élites actuelles, elles sont tellement idéologiques. Ouais. Il faudrait au moins une génération pour Ouais, s'en enfin, débarrasser. ça aurait été pire avec Kamala Harris, je pense, pour la Ah France, ben pour avec l'Europe, Kamala voilà. Harris, Vu comme ça, la tu vois. maladie se serait tout simplement approfondie. Ouais, voilà. Très bien, mais écoute, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Tu as répondu à pas mal de questions que je voulais te poser. Je me dis, bon, on n'aurait peut-être pas le temps. C'était très efficace. Et ben voilà, keep in touch, comme on dit. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu veux faire un dernier commentaire? Je voudrais faire un commentaire sur les patriotes à l'étranger. Je voudrais leur dire ceci, hein. Maintenant, n'ayez plus honte d'être patriote. N'ayez plus peur d'être patriote. N'ayez plus peur de lever le drapeau français. N'ayez plus peur de parler de la nation. Parce que maintenant, vous avez la plus grande puissance mondiale qui est dans cette direction-là. Donc, n'ayez plus honte. Soyez fiers d'être français et battez-vous d'une manière idéologique. Ne, ne vous laissez pas marcher sur les pieds par les progressistes mondialistes. Salut les amis. Merci beaucoup, Maurice. C'est une très bonne conclusion. D'ailleurs, je rappelle que nous travaillons sur les prochaines élections des conseils des Français de l'étranger, les élections consulaires en 2026, qui sont à peu près au même moment que les municipales en France. Si vous voulez travailler dessus et faire avancer la cause patriote, quel que soit votre parti, peu importe si vous êtes RN, Reconquête, avec Marion Maréchal, Ciotti ou le trio dont parle Maurice, Asselineau, Dupont-Aignan et Philippot, contactez-moi, le Renouveau Patriote, et travaillons en ce sens. Merci Maurice, à très bientôt. Au revoir. Bye bye.